Eh bien, bonjour à tous, ou de nouveau bonjour et bienvenue au Musée du Revermont. On est très très heureux aujourd'hui d'accueillir Abraham Poincheval. Donc, si vous aviez un jour rêvé de marcher sur un nuage, il l'a fait. Et puis, donc artiste performeur. Et puis, on est très heureux aussi d'accueillir Mathieu Simonet, ancien avocat, aujourd'hui écrivain, auteur du livre La fin des nuages, que vous retrouverez d'ailleurs en boutique en sortant, et surtout qui s'est intéressé aux droits de ceux-ci, des nuages, et qui a réussi à faire en une fois s'allonger 1500 personnes, de l'école primaire au collège et tous les habitants d'un village, et qui vous invite chaque année à vous asseoir le 29 mars, et vous vous allongez, et à contempler les nuages, et à s'interroger sur les droits de ceux-ci. Et vu que Mathieu aimerait bien classer les nuages au patrimoine matériel de l'UNESCO, ou immatériel, on s'est dit qu'inviter Abraham, qui lui marche sur les nuages et qui tout d'un coup donne de la matérialité à ceux-ci, était une bonne idée. Et donc, messieurs, je vais vous laisser la parole, converser, et c'est une première rencontre, si vous posez la question, ils ne se sont jamais vus avant. Donc, c'est les toutes premières heures de la rencontre. Voilà. Merci à vous d'être venus. Merci. Hop, c'est pas ça, on entend. Comment ? Tu veux attaquer du coup Eh bien, je vais peut-être dire un mot. Moi, je dis souvent que pour moi, l'art, c'est réaliser des rêves d'enfants avec des gestes d'adultes. Et donc, le travail d'Abraham, que je connaissais sans connaître Abraham, sans avoir vu, ça correspond un peu à cette idée de réaliser des rêves d'enfants avec des gestes d'adultes. Mais je voulais savoir ce que tu penses de cette piste. Je suis absolument d'accord avec cette piste, parce que du coup, oui, je ne peux pas me dédire. C'est quand même beaucoup de rêves d'enfants, en fait. Voilà. Ah, c'est comme ça, du coup. 1, 2, 1, 2. Ah, voilà, je colle vraiment, voilà. Non, oui, en fait, oui, je suis entièrement d'accord avec cette définition, parce que, oui, en effet, c'est beaucoup de rêves d'enfants, enfin, en tout cas, d'imaginaire de l'enfance, et de se dire à un moment où est-ce qu'on les... Voilà, est-ce que c'est réalisable, en fait, de se dire, s'y coller en tant qu'adulte. Voilà. Et voilà, et puis moi, j'avais aussi... voilà, puisqu'on a été invité sur les nuages. Donc Mathieu, moi je l'ai rencontré à un moment. En fait, c'est l'avantage des personnes qui écrivent des livres, qu'on peut les rencontrer partout. C'est ça, c'est génial. Et du coup, en fait, j'ai rencontré Mathieu sur une pièce qui s'appelle La Vigie, où en fait j'étais à quelques mètres, alors entre 6, 12 et 20 mètres en haut du sol. En fait, à la manière d'un styliste. Enfin, les stylistes, c'est les gens qui restaient comme ça à l'intercession entre le monde céleste et puis le monde terrestre, et qui passait une vie comme ça. Enfin, le plus connu, la star, c'est Saint-Siméon. Voilà, et en fait, c'était à Rennes, en fait, où j'allais faire cette vigie de 12 mètres, du coup, en plein centre-ville, devant un centre d'art qui s'appelle La Criée. Et souvent, j'emporte des bouquins avec moi. Et là, c'était la directrice du centre d'art qui m'avait passé ton livre, du coup, et que j'ai pu lire, en fait, voilà, sur cette vigie, en plein hiver, voilà, sous tous les temps. Et voilà, puis, alors du coup, moi, j'ai une grande admiration aussi pour ce qui est du monde des écrivains, enfin de l'écrit, du roman, du récit. Et parce que aussi les nuages, enfin j'avais aussi des questions à te poser, enfin commencer comme ça, c'est que les nuages aussi c'est une histoire du récit en fait, et du moment où tout à coup on les nomme nuages en fait, et qu'on commence à leur donner des noms, tout ça. Et voilà, et j'avais envie aussi de te poser cette question, comment en fait cet ouvrage est né en fait, voilà, comment tout à coup on construit un récit autour des nuages, dont on emprunte une histoire déjà, enfin un chemin et puis voilà, comment on pérégrine jusqu'à donner forme. Comment on donne forme à des nuages par son nom, finalement. On le définit, et bien comment on arrive à un tel ouvrage. En fait, la fin des nuages est née de deux histoires. Je ne sais pas, est-ce que c'est mieux son micro ? Non, mieux quand même, voilà. La fin des nuages est née de deux histoires. L'histoire d'un autre artiste que tu connais, qui s'appelle Monsieur Mou. Et en fait, il y a une dizaine d'années, en tant qu'avocat, j'avais envie de faire des liens entre l'art et le droit. Et j'essayais de trouver des histoires à la frontière du droit et de l'art. Et on parle d'un artiste qui s'appelle Monsieur Mou, qui fait pleuvoir les nuages. Et à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait faire pleuvoir les nuages. Et je rencontre cet artiste qui m'explique que dans les années 40,
les Américains ont décidé de faire pleuvoir des nuages de manière artificielle en introduisant un produit qui s'appelle iodure d'argent, et que les Canadiens se seraient plaints en disant qu'on leur a volé un nuage. Et je trouvais ça hyper intéressant, cette idée de est-ce qu'on peut voler les nuages, à qui appartiennent les nuages. Et M. Mou me raconte qu'il a décidé 70 ans plus tard de rendre le nuage volé, de devenir un peu le Robin des Bois du ciel. Et donc il a décidé de faire pleuvoir un nuage canadien qui se dirige vers le sud pour rendre le nuage volé. Et il en a fait un film qui s'appelle Paparouda, qui a été exposé à la Maison européenne de la photographie. Donc en 2011, j'avais organisé un petit colloque à mon cabinet avec M. Mou sur les enjeux juridiques, artistiques et écologiques des nuages. Donc la première piste, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a 50 pays qui manipulent les nuages. Il n'y a pas de réglementation internationale. Et donc, j'ai commencé à me dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de faire une action poético-politique qui serait la création de la Journée internationale des nuages, le 29 mars, ce qu'évoquait tout à l'heure Annabelle. Et l'idée, c'est de se dire, ce jour-là, tout le monde s'allonge sur l'herbe, regarde les nuages, chacun regarde ce qu'il voit, les nuages, et on peut écrire sur des petits papiers ce qu'on voit. C'est ce qu'on appelle les pareidolie, les formes. Et je me suis dit, tout ça, ça pourrait être une pétition poétique qui pourrait nous rendre légitimes pour faire en sorte qu'il y ait un droit des nuages. Donc on a commencé en 2022. Là, en tout, sur les 4 premières éditions, on a 5000 personnes dans 20 pays qui ont participé. Et on commence à avoir des retours politiques, juridiques, sur le droit des nuages. Et la deuxième histoire, donc la première histoire par rapport à M. Mou, elle est vraiment en écho aussi avec ton travail. Et la deuxième, moi j'aime bien mêler des histoires intimes et politiques. Et la deuxième histoire, elle est intime. C'est que au moment où M. Mou faisait sa performance, c'était l'été 2011, j'étais à l'époque avec un garçon qui s'appelait Benoît. On était en couple ensemble et il avait monté un festival de musique qui s'appelle le Fnac Live, qui est un festival qui a lieu à Paris tous les ans sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, avec plein de musiciens, qui réunit 100 000 personnes chaque fois. Et l'angoisse de Benoît, c'était qu'il pleuve. Parce qu'en fait, il bossait beaucoup pour ce festival, mais la seule chose sur laquelle il n'avait pas de maîtrise, c'était la météo. Et jusqu'au dernier moment, à cause de la théorie de l'effet papillon, eh bien, il ne savait jamais s'il allait pleuvoir ou pas. Il y avait toujours le miracle du Fnac Live, c'est-à-dire qu'il pleuvait de temps en temps avant, après, mais pas pendant le Fnac Live. Et puis, à un moment donné, il prépare la 10e édition du Fnac Live. Il la prépare 6 mois avant. Et la particularité, c'est qu'il sait qu'il n'y sera pas, parce qu'il sait qu'il va mourir quelques semaines plus tard. Et donc, il dit à tout le monde, voilà la programmation du Fnac Live. Je vous demande de célébrer ce 10e anniversaire sans moi et de prendre soin du Fnac Live. Donc, tout ça, ça se passe en janvier. En février, Benoît meurt. Et là, on se donne tous rendez-vous en juillet pour le 10e anniversaire. Et ce que Benoît n'a pas su, c'est que c'était février 2020. Et donc, un mois après, c'était le confinement. Donc, il n'a pas su qu'il y aurait le confinement. Il n'a pas su que tous les festivals d'été seraient annulés. Il n'a pas su que le 10e anniversaire du Fnac Live n'a pas eu lieu. Et là, je me suis dit, avec la théorie de l'effet papillon, est-ce que le dernier souffle de Benoît pourrait provoquer la pluie au moment où il aurait dû y avoir le Fnac Live? Est-ce que pour une fois, il pourrait pleuvoir? Et j'ai commencé à interroger plein de scientifiques pour savoir comment c'était possible. Et au moment où le Fnac Live aurait dû commencer, il s'est mis à pleuvoir. Voilà les deux histoires. Et moi, comme j'aime bien effectivement les histoires, Abraham, j'aimerais bien que tu nous racontes, comment t'es venue cette idée de marcher sur un nuage? Est-ce que c'est une idée que tu as depuis l'enfance? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que dans ta tête, tu te dises à un moment donné, cette chose folle, je vais marcher sur un nuage? Ouais. En fait, comment ça part? En fait, parce que c'est vrai qu'on se pose toujours la question, comment une idée nous vient? En fait, voilà, c'est un ensemble de récits qui tout à coup se colle à nous, enfin, nous fait corps avec nous, fait peau avec nous, et puis c'est dans cette chimie étrange de nous et de tout ce qu'il y a autour, se créent des histoires. Et ça a commencé par un projet bien longtemps avant,
qui s'appelait 604 800 secondes, et qui était en fait c'est pour ça que je parlais de comment on invente des histoires aussi, parce que en fait, beaucoup de mes projets sont nés de récits, en fait, de choses que j'ai pu lire des fois dans des livres. Et je me suis, par exemple, je suis grand fan de Don Quichotte, et du coup, je lis et je me dis, ah, mais c'est génial, mais comment on pourrait faire ça? Voilà. Et je m'étais dit, mais est-ce qu'un jour je serais capable d'inventer moi-même un projet qui serait avant, en fait, qui serait avant la littérature, avant l'écriture. Et à l'époque, il y avait une librairie, enfin il y a toujours cette librairie, mais qui fait plus de projets artistiques maintenant, à Marseille, qui s'appelle l'Histoire de l'œil, qui disait dans l'intitulé de la proposition d'invitation, il était mis faites ce que vous voulez de cette galerie, de cette librairie. Et je me suis dit, chouette, eh ben moi je vais leur proposer de faire un trou dans le sol de 60 cm de diamètre et de 1,70 m de haut, et je vais me mettre dedans, je vais mettre un gros caillou qui va servir de porte, et je ne vais pas bouger pendant une semaine, 24 heures sur 24, rester dans ce trou. Donc du coup c'est parti comme ça, ça a mis du temps à ce qu'ils acceptent, parce que bien entendu ils avaient bien peur que je meure dedans. En même temps, ce qui était assez amusant, c'est qu'en creusant, on a découvert en fait, qu'il y avait un ancien cimetière sous la librairie, donc du coup on a trouvé des ossements, et je me suis dit finalement il était déjà un peu habité cet espace. Donc voilà, et on a tout mis en place, et à partir de là, alors voilà, non, pas raté, j'arrive pas à faire je suis pas très fort. Et c'est la flèche. Ah voilà, c'est les flèches. Ah oui, super génial. Et à partir de là, en fait, voilà, c'est ça. Ouais, tac, et voilà. Et à partir de là, du coup, on a fait. Donc vous voyez, il y a ce trou dans la librairie. Et à partir de là, j'ai habité ce trou, enfin qu'on a un peu aménagé, comme vous voyez, c'est une petite capsule. Et ça m'intéressait cette idée de se dire, parce qu'en fait, avant, j'avais fait beaucoup de projets où je marchais beaucoup, je traversais des paysages, tout ça avec beaucoup d'énergie, toujours énormément d'énergie. Et j'étais un peu, je ne dis pas fatigué de dépenser de l'énergie, mais je me disais, est-ce que je pouvais utiliser une énergie qui était déjà là et que je n'avais pas besoin, moi, d'en produire plus que ça? Et je me suis dit, bah, c'est génial, la Terre, elle tourne déjà, donc déjà elle a déjà par elle-même un déplacement, elle tourne de plusieurs manières, et elle se déplace, et je me suis dit, bah, je vais me servir de ce système de déplacement, et moi, je ne vais pas faire grand-chose. Donc je me suis mis là, je me suis dit, je vais aller comme ça à la vitesse de la Terre, et je me suis dit aussi, je serai sous les livres, et sous les livres, pour moi, c'était une sorte d'être à un endroit d'un proto-récit, enfin d'avant le récit, tout ça, voilà, et de me dire, voilà, j'inventerai ma propre histoire. Et c'était assez marrant parce que du coup, il y avait ce rocher, du coup, qui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la pierre qui est là, qui bouchait ce trou, et vous imaginez, vous arrivez dans une librairie, et vous voyez un gros caillou au milieu de la librairie, vous dites qu'est-ce que c'est? Et ce qui était assez amusant, ce qu'on m'a raconté, c'est que les gens regardaient tous en l'air en se disant d'où il est tombé. Alors quand même, bon, c'était un peu... Et on leur racontait l'histoire, parce que c'était bien entendu, il y a toujours des histoires dans ces projets-là, et les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est? Vous faites des travaux, enfin voilà. Puis ils disaient, non, c'est quelqu'un un artiste qui a décidé de s'enfermer dans ce trou. Et alors les gens disaient, non, mais vous êtes trop marrant. Et finalement, mais parlez-lui. Du coup, les gens, un peu étonnés, du coup, allaient voir le caillou et disaient, bonjour monsieur. Et bien entendu, je répondais, bonjour. Et là, du coup, s'en suivait une discussion. Et c'était assez fort parce que du coup, on allait à la librairie pas que pour acheter des livres, ce qui est déjà une très bonne chose d'aller acheter des livres, mais on y allait aussi pour discuter. Et du coup, les gens venaient chaque jour pour prendre des nouvelles du caillou. Et ça, je trouvais ça assez beau. Et aussi, il y avait l'idée de la libraire de faire aussi, parce qu'elle avait peur au départ que ça ne marche pas très bien, d'inviter des auteurs à faire des discussions. Et du coup, il y avait le caillou qui était au milieu des chaises. Et du coup, c'était ça aussi. Je trouvais ça assez beau, ce rapport qu'on pouvait avoir à un caillou. Et du coup, voilà, sont nées des amitiés aussi suite à ça. Mais à l'intérieur de vous imaginez, de cet espace quand même très très confiné, en fait, qui est une sorte de carottage. En fait, carottage, c'est cette manière que l'on a de creuser le sol pour savoir, de le déterminer géologiquement. Je me suis dit, en fait, est-ce que moi, je ne pourrais pas inventer un carottage atmosphérique qui existe en fait par des ballons qu'on envoie avec des petits capteurs. Mais du coup, là, je suis parti un peu de cette idée-là, d'un carottage comme ça, et de monter comme ça, de partir de la strate bitumeuse de la ville ou de herbacée, et puis petit à petit monter comme ça. Et pour ça, il y avait... alors moi, j'ai été toujours fan, et c'est là aussi qu'on se dit que nos histoires ne sont pas totalement... viennent pas de nulle part. Il y a de Mozart, La Flûte enchantée, que tout le monde connaît, hein, voilà, c'est un tube quand même. Et voilà, il y a un petit livret qui a été édité à une époque, et qui parle en fait de comment Mozart construit l'opéra. Et en fait, dans ce petit livret, c'est assez génial. En fait, il raconte que comment on part
du terrestre. Et petit à petit, on s'élève au céleste. Et du coup, il raconte ça, comment il commence du début, enfin, c'est-à-dire de la première scène, à la seconde, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième. Du coup, comment on s'élève comme ça jusqu'à un moment. Et il parle de la sonorité, de la question et du coup, qui était assez beau, je trouvais. C'est comment on raconte un récit comme ça de l'élévation jusqu'aux cieux et jusqu'au moment où on n'entend plus le terrestre, mais on entend quelque chose d'autre. Et je trouvais ça assez génial. Et du coup, pourquoi la Reine de la Nuit? Parce que du coup, c'est ce chant génial. Et du coup, tout ça me touchait énormément. Et du coup, là, j'ai commencé à raconter et à essayer d'imaginer, mais comment je pourrais faire ça? Comment moi, je pourrais aller marcher sur les nuages? Et il y avait aussi cette idée, ce que j'aimais dans le nuage, c'est que c'est un territoire vaporeux, du coup, donc un territoire qui est toujours en mouvement, qui est toujours en métamorphose. Et dont je me disais, vous savez, il y a cette trace du premier pas de l'homme sur la Lune. Et c'est à la fois très beau et à la fois c'est très triste. Parce qu'on se dit, ben voilà, tout à coup, c'est comment l'emprise, nous, on s'installe un lieu et on en prend possession. Et puis que, du coup, voilà, et que notre façon de le raconter, c'est aussi à l'échelle humaine. Donc on a besoin de ce pas qui va nous raconter, en fait. Et c'est aussi une histoire des colonisations. C'est-à-dire que il y a des histoires, par exemple, où lorsque les Espagnols arrivaient sur des îles ou des choses comme ça, la première chose qu'ils posaient, c'était une épée qu'ils enterraient avec une citation dont je ne me rappelle plus. Donc du coup, c'était prendre possession comme ça d'un territoire, et c'était des fois de ne pas faire, très souvent, enfin, de ne pas prendre en conscience qu'en fait ce territoire était déjà habité. Et, enfin, où il savait très bien, mais enfin bon, l'histoire faisait qu'on avait besoin de l'économie, tout ça. Et du coup, je me disais, mais ça c'est génial quand même, parce que d'être dans un territoire nuageux, c'est un territoire où on pose son pas, où on laisse une empreinte, et en même temps, elle disparaît automatiquement. Et ça, je trouvais ça assez beau de se dire, d'arpenter cet endroit en même temps qui est bien réel, qui est bien physique avec nous, mais en même temps qui est aussi du domaine de la rêverie, comme tu dis, et qui est toujours en métamorphose. Et puis ceci, c'est pas tout à fait un espace qui est loin de nous, je trouve, parce que c'est les nuages, enfin pour moi, c'est aussi cet espace qui transporte tout le quotidien, tout notre quotidien. C'est-à-dire que quand le vent nous arrive dessus, il emporte un cheveu, un petit bout de peau, tout ce qu'on veut, une pellicule, des machins comme ça. Et tout ça va rejoindre les nuages. Et tout ça, finalement, constitue un autre espace. Voilà, et les villes aussi, c'est pareil. Enfin, quand vous voyez les sculptures dans les villes qui sont abîmées, érodées, qui se sont usées, du coup, je me disais, c'était assez beau de se dire qu'en fait, telle sculpture, peut-être qu'elle est dans un nuage là-haut, et qu'il en existe une petite partie, un fragment, et qu'il y a les mers, les océans, tout ça. Et ça, je trouvais ça assez magique. Mais bien entendu, pour y arriver, voilà, alors les peintures aussi qui m'ont beaucoup, comme Poussin, donc Orion qui est aveugle, qui est guidé, en fait, qui va chercher l'aurore qui se lève, choses comme ça. Mais avant d'arriver à ça, en fait, alors du coup, voilà la Vigie, où j'ai découvert le livre. Avant d'arriver à ça, c'est toute la difficulté, c'est que vous imaginez que vous allez voir un musée ou un centre d'art ou des structures qui vont vous aider à fabriquer ce projet, et vous leur dites, voilà, je voudrais marcher sur les nuages. Vous imaginez la tête des personnes, elles disent, c'est super, c'est une super idée. À la prochaine. Voilà. Et alors du coup, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver comment amener petit à petit toutes les personnes à se dire, oui, on va y aller, c'est trop bien, il n'y a pas de problème. Donc est née cette vigie. Cette vigie qui était un début de carottage atmosphérique, qui était aussi une histoire de comment petit à petit on s'élève, on quitte la strate du sol, et puis qu'on monte comme ça dans l'espace, mais en même temps on est toujours maintenu par cette question de la Terre qui nous tient, puis de la pesanteur qui est notre matière. Donc voilà comment tout ça a monté jusqu'au jour où j'étais à la gare de Lyon, à 20 mètres, du coup c'est la plus haute que j'ai faite. Et du coup là j'ai rencontré quelqu'un qui tout à coup a dit ah mais qu'est-ce que tu as comme autre projet? Et je lui ai dit j'ai envie de marcher sur un nuage. Il a dit banco. Bon après ça s'est pas fait comme ça, mais du coup déjà c'était un bon début, et voilà. Donc voilà comme ça. Donc voilà comment c'est apparu ça. Et voilà, et par rapport justement, je me posais la question, ce dont tu parlais, de cette question des nuages, enfin voilà, où moi c'était cet espace rêvé, tout ça, cet espace où il y a aussi cette question tu dis, de l'inscrire au patrimoine immatériel, enfin matériel ou immatériel du coup? Alors c'est une question. Ah ouais, ouais.
Et du coup, ce qui m'a... Ouais, tu dois répondre. Ce qu'effectivement, l'aspect juridique, il y a plusieurs enjeux, mais un des enjeux, ça serait de voir si on peut faire entrer les nuages dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui en soi, je trouve, fait rêver, mais ça pose plein de questions techniques, dont celle que tu viens d'évoquer. L'UNESCO a 2 conventions, une convention de 1972, l'année de notre naissance, qui protège le patrimoine matériel, et une convention de 2003 qui protège le patrimoine immatériel. Donc la première question, c'est de savoir, est-ce qu'on se fonde sur la convention de 72 ou de 2003 ? Est-ce que les nuages constituent un patrimoine matériel ou immatériel ? Et là, personne n'est d'accord. On a fait, pour la dernière journée internationale des nuages, on a fait un colloque à la Sorbonne où on a interrogé plein de spécialistes et on a fait voter le public et les résultats étaient à 50-50. Donc la question que moi j'ai envie de te poser, qu'on aurait aimé te poser si tu avais été à la Sorbonne il y a quelques jours, c'est avec ton expérience, est-ce que tu as l'impression que les nuages rentrent plutôt dans le patrimoine matériel ou immatériel, parce que ça a plein de conséquences juridiques, donc ta réponse va être très importante. Ah, merci, oups. Oui, merci pour ce retour de question. Bon. En fait, c'est affreux parce que j'aurais envie de dire les deux, parce que en fait, moi, je les rêve immatériels, et en même temps, j'avoue, quand j'étais dessus, je trouvais qu'ils étaient vraiment matériels. Ils avaient cette étrangeté, cette force physique que j'aurais pas imaginé en fait quand j'ai mis en place le projet. Bien entendu, ils peuvent pas me supporter, mon poids étant trop, mais ils ont cette qualité quand même d'une physicalité incroyable. Ils ont, moi j'étais harnaché, hein, j'avais un ballon au-dessus de moi qui me maintenait, tout ça. Enfin, je mimais une marche en fait, dans les nuages. Mais ils ont cette puissance, cette matière, quand vous les traversez, quand vous posez le pas dessus, même si on peut se dire que c'est totalement imaginé de ma part, vous sentez quelque chose sous vos pieds. Et ils ont une odeur qui est incroyable aussi. Ils ont une odeur, enfin, je pense que ça dépend de l'endroit où ils sont. Nous, c'était au Gabon que ça finit par se faire, le projet, parce que ça a mis beaucoup d'endroits, beaucoup de possibilités qui se sont mis en route. Et nous, il y avait une forêt très très forte, très puissante tout autour. Donc du coup, ils avaient l'odeur, ils avaient le parfum de la forêt, mais plus d'un azote, enfin d'un truc un peu métallique comme ça qui était là. Donc ça, c'est incroyable. Et quand vous les traversez aussi, parce qu'avant d'arriver sur la canopée, il faut pouvoir les traverser. Et là, du coup, vous sentez que vous... Et là, c'est comme si vous échappiez de vous-même, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si on vous enlevait de vous, on vous posait à côté, et puis vous montiez, puis vous pouviez les traverser, puis vous arrivez. Et quand vous arrivez à leur cime, là, c'est un paysage, c'est un monde, c'est un truc, c'est une euphorie, c'est une puissance, et vous sentez cette matière qui est là, et c'est comme je disais, les nuages, c'est plein de choses, en fait, donc du coup, alors bien entendu, c'est pas... Mais c'est une ville, c'est un océan, c'est une forêt, c'est des animaux aussi, c'est des oiseaux qui passent, qui connaissent bien. C'est de l'électricité, tout ça. Donc j'aurais envie de dire aussi qu'ils sont matériels, quoi. En fait, voilà, c'est là toute la difficulté, mais je pense que c'est aussi l'intérêt les enjeux d'arriver. Pourquoi pas les classer sur les deux aussi. Enfin, après, il y a plus de travail, j'imagine. Et voilà. Mais voilà. Et puis il y avait aussi... il y avait aussi, par exemple, parce que quand j'étais là-bas, du coup, il y avait un des caméramans qui était avec nous et qui travaillait lui sur un documentaire en Amazonie et en fait qui était sur la question, ce qu'on appelle les rivières de nuages. En fait, en Amazonie, ils se sont aperçus, entre autres, que en fait, du coup, il y avait que la question des pluies, tout ça, qu'en fait, c'est des nuages assez bas, ceux qui sont créés énormément par la forêt, et qu'en fait, il y a des rivières intérieures aux nuages. Et je trouve ça génial. Enfin, moi, quand on me parlait de ça, je me disais, mais waouh, c'est le rêve. Là-bas, il n'y en avait pas où j'étais. Hein. Mais par exemple, il y a eu tout ce truc à Nantes, à un moment, de parler de donner une personne, en tant que le fleuve ou la rivière soit une personne morale, voilà, qu'on puisse la défendre, voilà. Et du coup, je me demandais si les nuages, on ne pouvait pas aussi leur donner une personnalité. Enfin, est-ce que ça passe par là ou pas? Enfin, voilà. En tout cas, pour la première question, que les nuages ce serait potentiellement matériel, moi ça m'intéresse, ça m'arrange.
Un, parce que j'ai voté Front Matériel. Et deux, parce qu'aujourd'hui, la Convention de 72 sur le patrimoine matériel, elle protège le patrimoine matériel culturel et le patrimoine matériel naturel, donc potentiellement les nuages. Par contre, la Convention de 2003 ne protège que le patrimoine immatériel culturel. Donc en gros, si les nuages sont immatériels, on n'a pas aujourd'hui de protection du patrimoine immatériel naturel, tout comme on ne peut pas protéger le bleu du ciel. Donc, quelque part, ça mange. Et en t'écoutant, je me disais, mais finalement, tu es le seul à pouvoir nous raconter cette expérience pour dire pourquoi tu penses que c'est matériel. Parce que tu as parlé de l'odeur, tu as parlé de ce que tu as ressenti quand tu étais au-dessus des nuages. Et donc, c'est super que ce soit capté, parce que c'est une preuve à conviction pour protéger les nuages. Alors, pour revenir à l'autre question, il y a effectivement plusieurs questions juridiques qui se posent. Je vais faire juste une toute petite parenthèse avant la personnalité juridique. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de loi sur les nuages, mais il y a une exception. C'est que les nuages, pourquoi on les manipule? On les ensemence, on appelle ça ensemencer un nuage. On les ensemence pour, de temps en temps, des bonnes raisons. Par exemple, pour lutter contre la sécheresse ou lutter contre la grêle. De temps en temps, c'est pour des raisons futiles, comme avoir un beau ciel bleu avant un défilé militaire ou un mariage. Et de temps en temps, c'est pour des raisons assez négatives, très négatives. C'est pour transformer les nuages en armes de guerre. Et donc ça, c'est pas de la science-fiction. Ça a eu lieu pendant la guerre du Vietnam. Les Américains ont fait ce qu'ils appellent l'opération Popeye. Et l'opération Popeye, c'était de faire pleuvoir les nuages pour créer des inondations, bloquer des routes, sans le dire aux personnes qui étaient au Vietnam, pour qu'elles aient des troubles psychologiques, en se disant « mais pourquoi il pleut ?» Et lorsque cette opération secrète a été révélée, en 1972, elle est importante, en 1972, l'ONU s'est dit « mais c'est grave, il faut absolument qu'on interdise d'utiliser les nuages comme arme de guerre ». Et donc il y a une convention de 1976 qui aujourd'hui interdit d'utiliser les nuages comme arme de guerre, convention qui a été signée par énormément de pays, quasiment tous les pays européens, par la Chine, par la Russie, par les États-Unis, mais il y a un pays en particulier qui ne l'a pas signé, c'est la France. Donc un de mes enjeux avec la Journée internationale des nuages, c'est de pousser la France à signer cette convention. Une autre question juridique, c'est celle que tu évoques, c'est la personnalité juridique. C'est de se demander, est-ce qu'on ne pourrait pas donner des droits aux nuages? Est-ce que les nuages ne pourraient pas faire des procès, comme certains aimeraient le faire pour les fleuves? Et c'est une question qui peut paraître un petit peu folle, mais qui est extrêmement intéressante. Et elle est aussi folle que lorsqu'on a décidé que les sociétés pourraient devenir une personne morale. Pendant longtemps, les seules personnes qui pouvaient faire des procès, c'était les personnes physiques, comme vous et nous. Et au XIXe siècle, il y a eu les personnes morales. Donc on peut se demander si aujourd'hui on ne pourrait pas aller plus loin avec les personnes naturelles qui pourraient faire des procès. Et pour l'instant, ça existe dans certains pays du monde, pour les fleuves notamment. Ça n'existe pas vraiment, disons qu'en France, c'est pour l'instant plus problématique, mais il y a plusieurs juristes qui y sont favorables. Moi, j'y suis favorable aussi. Souvent, ceux qui y sont favorables disent qu'il faut que certains humains qui ont un rapport particulier avec le fleuve puissent parler au nom du fleuve. Et moi, ça, je ne suis pas favorable à cette solution. C'est là où moi, je serais plutôt favorable à la création d'un ministère naturel qui serait l'équivalent d'un ministère public. Donc, c'est pas le ministère de l'écologie, ça serait comme un procureur pour la nature. Et concrètement, le procureur, il a le droit d'être saisi par tout citoyen. Et il a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire il peut décider quand il fait un procès. Et moi, je suis favorable à ce que tout citoyen puisse saisir le ministère naturel, qui n'existe pas encore, et que le ministère naturel pourrait, dans ce cas-là, décider quand il fait un procès au nom d'un nuage, en disant « je ne veux pas qu'on utilise les nuages comme arme de guerre, ça n'est pas normal que la France n'ait pas signé cette convention ». Et donc, ça, voilà. Et c'est là où je pense que les artistes font des choses pour raconter des récits, mais ont aussi un rôle politique.
parce que c'est souvent par l'imagination qu'on peut imaginer des choses. Et donc je me posais la question, quel est le rapport que tu as par rapport à tes œuvres et par rapport à cet enjeu politique ou pas, sachant que bon, de temps en temps il n'y en a pas. Alors, comme je te découvre, je ne sais pas, tout comme j'ai découvert, franchement c'est une super surprise de savoir que tu as lu mon livre, tu es le seul à l'avoir fait. Ça me fait ma journée. Mais voilà, donc je ne sais pas toi quel est ton rapport à la politique, mais moi je crois beaucoup que la poésie peut avoir un impact politique, et donc je voulais savoir toi ce qu'il en est. Oui, c'est une aussi vaste question. Je suis pas plus, je me sens pas toujours. Si, moi, pour moi, c'est clair que. Après, j'ai du mal avec. Alors, je trouve ça génial les artistes qui arrivent à faire des œuvres politiques, enfin, qui revendiquent ça comme étant des œuvres politiques. Ça, je trouve ça génial. Moi, j'avoue, j'en suis incapable parce que je trouve ça trop compliqué pour moi. Mais par contre, ce que j'apprécie, enfin, ce que j'aime dans les œuvres, et pour moi, de toute façon, les œuvres doivent le faire naturellement, en fait. Qu'en fait, elles parlent, en tout cas, de problématiques et mettent des enjeux en place. Et oui, parce que, de toute façon, une œuvre, ça se situe toujours à un endroit. Une sorte de hiatus, un endroit en fait où il y a plusieurs choses, un nœud, et puis je pense que souvent les œuvres quand elles sont visibles aussi c'est parce qu'elles correspondent aussi à une époque et qu'elles racontent cette époque d'une manière et qu'elles posent, en tout cas elles posent des indicateurs sur cet endroit-là. J'avoue quand j'ai fait les nuages, je pensais pas du tout à ça, c'était plutôt un truc comme ça, voilà. Mais si, ça me posait quand même ces questions du territoire, de l'espace, de comment on s'approprie un espace, et comment on peut trouver des espaces aussi qui se déroberont toujours, même si aujourd'hui, voilà, la pollution, c'est clair et net. On sait que les nuages sont des énormes incubateurs, récupérateurs de la pollution, tout ça. Donc ça, c'est important c'est important que c'est présent. Et puis même dans d'autres pièces comme aujourd'hui, donc là, comme on parlait à table tout à l'heure, d'habiter dans une ruche, qui pose cette question de la société, qu'est-ce que c'est faire société, tout ça, comment la représentation, l'image qu'on crée d'une société. Et oui, il y a ça sur les nuages, en effet, et sur d'autres pièces. Et puis parce que j'aime bien, parce que aussi c'est des endroits qui racontent nos sociétés et qui les racontent pas, alors à la fois de l'instant où on le fait, mais aussi de tout un récit, comment en fait, comment on en arrive là en fait, comment en tant que société, comment en être humain, on arrive à cet endroit et comment on se représente tel qu'on est aujourd'hui. Parce que, par exemple, les nuages, c'est quand même un truc génial, c'est que c'est aussi une histoire de l'art en fait, c'est une histoire des artistes, c'est une histoire de la poésie, parce que c'est une chose qui ne se représente pas, enfin c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui est toujours en déplacement, qui se meut tout le temps, qui un jour est là, qui un jour est autre, tout ça, et qui est quand même les premiers, enfin, en fait les premiers à en parler, c'est la mythologie, enfin, et puis c'est aussi les artistes, lorsque un artiste un jour on peint un paysage, et puis petit à petit on sort de son champ le paysage qui est au sol, voilà, les pommiers, les vergers, les choses comme ça, les vaches, la forêt. Et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui se dit, en anglais, qui se dit, tiens, je vais juste peindre des nuages. Et je trouve ça génial. Et puis quand, par exemple, sur l'histoire de comment tout à coup les gens se sont mis à nommer les nuages, je ne me rappelle plus mais il y a un des auteurs, en fait, alors il y a deux, en fait, il y a un français et un anglais. On attribue plus à l'anglais, mais en fait, le français, à la même époque, un français fait à peu près le même travail. Mais il y a, comment il s'appelle, je ne me rappelle plus, cet écrivain, enfin, homme de théâtre, du coup, qui va écrire aussi sur la question des nuages. Et tout ça, c'est important, c'est parce que aussi, c'est eux qui, tout à coup, se posent cette question de comment on fait cette représentation. Et quand il y a représentation, automatiquement, il y a une histoire qui se construit, parce qu'il y a une première image, et cette première image, elle va nous permettre après d'inventer le monde au fur et à mesure, comme ça. Et il y avait aussi un autre bouquin qui m'avait intéressé, qui est alors pareil, je n'ai pas les noms aujourd'hui, je perds beaucoup, désolé, qui est un philosophe et qui, en fait, qui a écrit 3 ouvrages, un qui est sur la question du paradis,
de l'enfer et du purgatoire. Et en fait, il a fait un très gros recueil génial où en fait, il a été chercher toutes les citations du paradis, enfin tous les endroits dans tous les textes en fait où on parle du paradis. Et c'est absolument génial parce que le paradis est jamais au même endroit. Et je trouvais ça génial. Et je me suis dit, bah, c'est quand même sublime. Et je me disais que ça parlait aussi des nuages, ce truc. Parce que les nuages, ils sont pas au même endroit. Et du coup, c'est une sorte d'endroit comme ça qui est toujours en déplacement. Et je trouvais ça assez beau aussi de parler de cet endroit, en fait. Alors, je sais sans doute pas le paradis, mais en tout cas, c'est que ça parle, c'est que voilà comment, en fait, si on commence à s'intéresser au récit qui est fait d'un espace, en fait, on s'aperçoit que, selon la civilisation, il est pas, c'est pas obligatoirement toujours là où on pense qu'il se trouve. Et c'est ça que, et je pense que c'est ça aussi dans ces nouveaux récits, par exemple, de se dire aujourd'hui, classons les nuages. C'est la continuité en fait de toute cette histoire-là d'un homme qui un jour se dit tiens oui il faut nommer les nuages parce qu'en fait si on les nomme pas on sait pas obligatoirement ce que c'est et donc il va dire Cirrus, qui va dire Stratotérus, enfin voilà des choses comme ça et du coup déjà c'est un début en fait de nommer déjà ça fait exister l'endroit et puis aujourd'hui jusqu'à se dire maintenant faisons aussi quelque chose à l'endroit de loi, de convention et c'est là que c'est assez beau aussi quoi. J'en profite un petit peu, mais toujours pour la protection des nuages dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Si on se met sur la Convention de 72, on a plusieurs conditions qu'il faut remplir. L'une des premières, tu y contribues et ce musée y contribue, puisque la première condition, c'est de prouver que les nuages ont une valeur esthétique exceptionnelle. Et quelque part, ton œuvre et ce musée le montrent. La deuxième condition, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est qu'il faut prouver que les nuages constituent un monument naturel, et personne ne sait ce qu'est un monument naturel. Donc toi, puisque tu les as vus de près, j'aimerais que tu nous dises ce que tu en penses. Est-ce qu'à ton avis, les nuages sont ou pas un monument naturel? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oui, alors ça, ils sont absolument un monument naturel, il n'y a pas de problème. Oui, parce que déjà, c'est un espace qui se définit, en fait, même s'il est toujours en déplacement et en métamorphose. Mais c'est vrai que pour les humains, c'est toujours compliqué de penser un objet infini, en fait. C'est un endroit où on a du mal, en fait. Peut-être qu'on y vient plus avec toutes les nouvelles technologies dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui, mais c'est toujours... Mais oui, c'est un monument, c'est absolument un monument, et même, par exemple, je crois que les premières manières pour que les scientifiques arrivent parce qu'en fait, une fois qu'on les avait nommés, il fallait bien prouver chimiquement quelque chose, en fait, de dire qu'est-ce qui fait que c'est un nuage et que c'est pas de l'eau, simplement, ou que c'est pas de la brume, ou que c'est pas... voilà. Mais dès qu'on y touche, en fait, c'est ça qui est assez génial, dès qu'on y touche, il se transforme. C'est-à-dire que le moindre fait de vouloir l'attraper, du coup, ça le transforme. Et donc, du coup, je crois que les premières façons d'attraper le nuage, ça a été d'utiliser des toiles d'araignée. Je trouve ça absolument génial. Et c'est de mettre des toiles d'araignée et du coup que ça attrape le nuage et après, hop, tout de suite, on mettait au microscope et on regardait comment c'était fait. Et ça, je trouvais ça génial, en fait, pour arriver, du coup, d'utiliser la toile d'araignée. Et la toile d'araignée, c'est comme un objet absolument génial, c'est le catch dreamer, en fait. C'est ce truc qui est utilisé par les Indiens pour se protéger des cauchemars, ou des esprits malins qui viendraient la nuit. Et je trouvais ça assez beau, en fait, aussi, que c'est la même forme, en fait, que formellement, ça se ressemble un peu. Donc voilà. Et pour dire que c'est un monument, alors là, d'un point de vue simplement d'avoir traversé, alors pas tout le temps, parce qu'on n'y arrive pas tout le temps, mais d'en avoir traversé, c'est un jour, on traversait la couche de nuages, je me suis retrouvé dans une caverne de nuages. Et ça, j'étais bluffé, en fait, c'est-à-dire qu'il y avait un trou, enfin, il y avait une forme, un trou dans le nuage, et c'était le soleil levant. Et du coup, je me suis retrouvé dans cette caverne de nuages à un moment, et c'est très marrant parce que je disais au pilote, on se voyait plus du tout, et on se parlait comme ça. Et puis lui, il disait, bon, on redescend. Je dis, ah non, on redescend pas tout de suite, attends. Il dit, mais on voit rien, on va se retrouver sur la forêt. Je dis, non, on continue. Et du coup, je me suis retrouvé à errer dans cette caverne de nuages, dans les nuages, en fait, qui avait fait un trou de vide, un trou d'air. Voilà. Et tout à coup, j'ai vu le soleil se lever dans cette caverne. Alors, ça durait pas longtemps, mais c'était tellement sidéral que je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable, quoi. Et bon, voilà, puis bon, là, par exemple, on voit des dessins, enfin voilà,
la question. Alors là, du monument, plus simplement, je veux dire que c'est une forme à laquelle on puisse se référer. Voilà, du coup, on y est, enfin voilà, simplement par l'imaginaire. Et oui, c'est un monument. Et c'est un monument comme on peut classer, par exemple, aux États-Unis ou en France, des territoires en disant monument de vallée, enfin, des endroits comme ça, ou la faille de je ne sais plus quel endroit. Et pour moi, ils peuvent être exactement de la même manière. Mais il y a toujours cette difficulté, je pense qu'on a encore un peu aujourd'hui, mais qui peut-être cessera, et qui dépend des sociétés aussi. Par exemple, je pense que au Japon, je me dis c'est peut-être plus simple d'imaginer que ce côté éthéré, ça fait partie du monde. Oui, je pense qu'il y a toujours, enfin, je pense que ce sont de véritables monuments. Ouais. C'est super parce qu'habituellement, les juristes, quand on les interroge, ils sont beaucoup plus nuancés, mesurés, ils ne savent pas. Et toi, qui as touché les nuages d'aussi près, tu es catégorique, donc c'est formidable. Est-ce que tu pourrais nous dire comment très concrètement tu as marché sur les nuages? Parce que tu nous as dit que tu étais harnaché, mais comment ça s'est passé très concrètement? Tu marchais pour de vrai? Enfin voilà. Ouais. Oui, alors j'ai du coup pareil, un petit. Donc voilà, ça c'était l'atelier araignée. En fait, la première idée de ce projet de marche, alors ça a duré 10 ans pour aller trouver que ça se marche. La première idée, ça a été en fait d'utiliser un hélicoptère, ce qui n'est pas le truc le plus fun. Mais en tout cas, voilà, je m'étais dit, voilà, comment je pourrais faire? Je me suis dit, je vais me faire embarquer par un hélicoptère qui va m'émitrailler, on va passer au-dessus de la couche nuageuse et ça va être réglé. Après, c'était pas si simple parce que à l'altitude où je voulais aller, 4000 mètres au départ, on m'a dit, tous les hélicoptères n'y vont pas, voilà. Et puis, petit à petit, on m'a dit, non, mais déjà, tu vas avoir un bruit assourdissant en dessous de toi. Et surtout, l'hélicoptère va chasser le nuage parce qu'en fait, il fait tellement un appel d'air qu'en fait, le nuage va se retrouver évacué. Et du coup, voilà, le côté technique prenait énormément le poids sur tout l'appareillage. Et du coup, après, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du deltaplane, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis un jour, j'ai rencontré en fait des personnes qui avaient œuvré sur une expédition qui s'était faite en Amazonie, puis après ailleurs, alors qui, pour certains, vous devez peut-être vous en rappeler, qui s'appelait le Radodécime, et qui était une étude en fait avec de se poser la question de en fait quelle est en fait que voilà, on imagine que tout se passe toujours au sol avec. Sur la canopée. Ouais, voilà, sur la canopée, que tout est au sol. Et puis, en fait, ils se sont dit, mais en fait, il y a comme cette canopée incroyable en Amazonie et dans les forêts dites primaires. Et en fait, il se passe quelque chose assez sombre. Mais en fait, le problème, c'est d'aller jusque là-haut, et puis après de monter des équipes là-haut, et puis d'aller commencer à butiner, à conserver, à prendre des échantillons. Et donc, ils ont eu cette idée assez géniale, et qui leur a permis aussi que cette étude ait une renommée mondiale et internationale. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué un ballon avec un radeau, ce qui s'appelle le Radodécime. Et du coup, ils partaient ou ils embarquaient ce radeau par le ballon. Et voilà, et du coup, ils se posaient comme ça, enfin, où ils étaient au-dessus. Et donc, j'ai rencontré l'architecte de ce projet. Et on a longuement discuté, et je disais, voilà, est-ce que tu penses qu'on pourrait fabriquer un radeau et on partirait à 4000 mètres, et voilà, et moi, je me déplacerais dessus, voilà. Tout le monde était à fond, tout ça. Et puis on s'est aperçu que c'était pas si simple que ça, et que en fait cette expédition avait eu beaucoup de déboires et quelques super réussites, et qu'aujourd'hui on n'utilisait pas plus ces systèmes-là. Et voilà, mais par contre aussi j'ai rencontré le pilote, parce qu'en fait à chaque fois que je parlais à des pilotes de ballons de ce projet-là, tout le monde disait ah non, impossible. Non, il va y avoir un accident, c'est impossible. Et donc du coup en fait j'ai rencontré ce pilote, et qui au départ a dit non. Et puis, au bout d'un moment, a dit oui. Et voilà, et du coup, on a abandonné totalement le radeau parce que c'était très compliqué d'embarquer, de le retrouver au Gabon, de le construire là-bas, de partir, et en termes de vol, tout ça, enfin, c'était trop complexe. Et on est parti simplement sur l'idée très cinématographique des cascadeurs, en fait, qui utilisent des harnais, ou en fait, ce qu'on utilisait en green screen. C'est-à-dire que les gens sont accrochés à des harnais. En fait, ils ont un harnais sous leurs vêtements et ils peuvent faire tous les mouvements. Et du coup, voilà, on a mis en place. Donc, du coup, le ballon, c'était un petit ballon, c'est-à-dire qu'il y avait le pilote qui était au niveau du ballon. Voilà. Et du coup, à moi, 10 mètres en dessous, j'étais accroché, voilà, là on voit très bien, avec des petits filins. J'étais accroché et on partait comme ça.
et on allait essayer de se retrouver sur les nuages. Alors c'était très physique. Alors au départ, moi j'avais imaginé de faire parce que bon, voilà, je suis plutôt dans l'idée de la performance, une sorte de durée comme ça. J'avais imaginé un truc de 24 heures. Ça n'a absolument pas pu se faire parce qu'en fait, déjà le ballon, il n'avait pas les capacités à voler pendant 24 heures. Et puis je voulais qu'en fait les gens puissent voir. On m'a dit, mais Abraham, s'il y a des nuages, personne ne verra rien du tout parce que tu seras au-dessus des nuages. Donc, du coup, voilà. Donc après, je me suis dit, on n'a qu'à emporter des gens dans d'autres ballons. On dit, oui, c'est ça, bien entendu, on va faire ça. Et on dit, non. Et voilà, et puis du coup, petit à petit, on dit, non, on va faire un film. Parce que ces projets-là, en fait, moi j'ai l'idée souvent, enfin voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je ne travaille pas tout seul. C'est-à-dire que j'ai une idée, et après je m'entoure, je rencontre des personnes, et après le projet va pouvoir exister parce que chacun va donner une idée, une précision, des gens qui sont le pilote, les caméramans, ou des gens qui sont spécialistes vont me dire, mais non, mais ça, on peut faire plus comme ça, comme ça. Alors des fois, ça demande aussi de renoncer, par exemple, de se dire, je fais une pièce qui dure 24 heures. Voilà. Mais du coup, c'est aussi Et puis aussi, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait pour qu'une pièce existe, parce que c'est toujours ça, et je pense que c'est la même chose aussi quand on veut déposer une loi sur quelque chose, il y a des choses, on part du max, et on sait qu'on sera toujours obligé de revenir un peu en arrière, mais parce que si on veut que c'est une véritable présence, c'est cette partie en fait de garder l'essai en fait, qui va faire que les choses vont exister. Et du coup, voilà, et c'est parti comme ça. Et ce qui était très amusant, toutes les séances d'entraînement que je les ai fait dans l'endroit où on fabrique tous les décors de l'Opéra de Lyon. Et ça me faisait beaucoup rigoler de me retrouver dans un endroit qui est l'endroit du théâtre, l'endroit de l'opéra, et qui me rappelait la flûte enchantée, où je me disais, finalement, c'est encore là, ce truc-là. Et ça faisait beaucoup rire les mecs qui peignaient, qui préparaient les immenses peintures au sol, et j'étais au-dessus d'eux, puis ils disaient, alors, ça va, comme ça, on essayait plein de harnais, parce qu'il y en avait plein qui ne marchaient pas, je me retrouvais de travers, ou des trucs comme ça. Et voilà. Et après, il y avait un autre truc avec ce ballon, c'est que quand on décolle, on a toujours cette petite appréhension parce qu'on dit si ça se passe mal, ça va être dur. Mais une fois qu'on a décollé, c'est absolument génial. Et il y a le moment où on atterrit, et là quand on atterrit, en fait, c'est quand même une énorme masse au-dessus de nous, mais c'est nous qui en sommes le guide. C'est-à-dire qu'au moment où on atterrit, du coup, il y a un rapport d'effet de poids qui se fait. Et le fait que mes 60 kilos disparaissent, le ballon repart tout à coup et ça fait un élastique et ça peut nous éjecter. Et du coup, c'était aussi de retenir un moment cet endroit, cet espace d'air chaud quand on se posait. Donc il y avait tout ça aussi qui se jouait et qui était très physique. En fait, on faisait 3-4 heures de tournage par jour. Au départ, on a commencé le matin vers 7 heures. Et puis petit à petit, on partait à 2-3 heures du matin. On avait 1 heure de route. On arrivait et là, on gonflait le ballon. Alors là, c'était très marrant aussi parce que normalement, on avait un moteur électrique qui devait en fait permettre de guider le ballon et en fait de pouvoir en fait contrer un peu les mouvements, les flux. Et en fait, il n'est jamais arrivé. Donc du coup, pour gonfler, il pensait utiliser ce ventilateur et il n'est pas arrivé, donc on gonflait tout à la main au départ. Et ça, c'était aussi assez beau parce que en fait, on était dans cet espace totalement dans l'obscurité la plus totale. Et puis, on agitait tous nos bras comme ça, comme si, vous savez, comme on joue quand on étend du linge et puis on s'amuse avant de le plier. Et du coup, voilà, ça gonflait. Puis par ce mouvement qu'on faisait pendant au moins 30 minutes, on commençait à gonfler. Puis après, on mettait le brûleur en place. Qui prenait dedans, qui prenait la place. Et puis, on attendait que la pluie un peu cesse, parce qu'on y a été là-bas pendant la saison des pluies, pour être sûr qu'on aurait des nuages. Et au moment, en fait, où l'aube commençait à juste poindre, du coup, le pilote lâchait un petit ballon qu'il avait gonflé à l'hélium, et il voyait où il partait. Et selon la vitesse qu'il prenait et où il allait, il disait « c'est bon, ce matin, on part ». Et voilà, et on attendait ça. Et une fois que c'était fait, on y allait, à plus toute la partie technique des caméras, parce que là, vous voyez, par exemple, ce petit truc-là, c'est des caméras, il y en avait là, j'en avais sur moi, des fois, il y en avait plus haut, il y avait un drone aussi qui se baladait, tout ça. Et tout ça, en fait, faisait que, voilà, on a réussi à construire cet espace, quoi. Voilà. Donc voilà comment on voyage. Après, aujourd'hui, on le ferait différemment, parce qu'aujourd'hui, il y a des drones qui peuvent nous porter, c'est ce que j'expliquais. Donc du coup, sans doute, on fonctionnera autrement. Mais c'était aussi assez beau de se dire qu'on prenait de l'air, en fait, que la matière de l'air était l'objet qui nous soutenait.
Et voilà, et du coup, pour aussi, comme je parlais tout à l'heure de l'idée des lois, tout ça, de ce qu'on abandonne, jusqu'à où on a envie d'aller et ce qu'on laisse pour plus gagner. En fait, comment ça s'écrit tout ça aussi avec... Il y a beaucoup d'écho avec ce que tu as dit, à savoir que c'est en rencontrant des personnes que j'ai de nouvelles idées. Par exemple, protéger le patrimoine, les nuages dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est quelqu'un qui à un moment donné m'en a parlé, donc j'y avais pas pensé. Et là, récemment, on m'a contacté pour essayer d'utiliser la Convention des droits de l'enfant pour protéger les nuages, ce que je trouve très joli. Donc, je pars à Marseille, d'ailleurs, dans quelques jours pour ça. Et ensuite, effectivement, de temps en temps, on voit qu'il faut revoir ses ambitions à la baisse pour essayer d'être pragmatique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois de rêver, mais aussi d'être très pragmatique. Et je dis souvent que je suis dans la maîtrise en tant qu'avocat et dans l'abandon en tant qu'écrivain, et j'essaie d'être dans les deux. Et donc, très concrètement, un des enjeux, ça serait que l'ONU, pour l'instant, l'ONU a fait un texte lorsqu'on utilise les nuages comme arme de guerre, mais n'a pas fait de texte lorsqu'on manipule les nuages pour d'autres raisons. Et l'enjeu, ça serait que l'ONU fasse une nouvelle convention. Et en attendant que ça arrive, parce que ça sera peut-être dans 10, 20, 30 ans, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, au niveau très local, montrer l'exemple ? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que certaines villes décident de faire un arrêté sur les nuages en disant, si par extraordinaire, quelqu'un veut manipuler les nuages sur notre commune, nous décidons soit que c'est interdit, soit que c'est autorisé avec un encadrement. Et donc, il y a quelques villes qui commencent à y réfléchir. On a eu un premier arrêté qui a été fait. Et je me disais, j'y avais pas pensé avant, peut-être qu'à Revermont, avec ce musée autour des nuages, ce serait une piste. Et ça serait une piste très, 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 très concrète, parce que je pense que c'est les premières villes qui peuvent être inspirantes pour d'autres. Et mon rêve, ça serait de faire ce que j'appelle du droit impressionniste. Ça serait que dans 5 ans, on puisse, sur une carte du monde, dire voilà toutes les villes qui ont fait une réglementation sur les nuages pour inspirer l'ONU. J'ai aussi proposé ça à des collèges. Donc là, il y a un premier collège dans l'Aube qui a décidé dans son règlement de faire voter ses élèves pour faire une clause sur l'ensemencement des nuages. Il y a un lycée un lycée professionnel à Nancy qui le fait aussi. Donc je crois beaucoup qu'en partant du local, en étant très pragmatique, on peut essayer d'aller plus loin. Question pratique, ton film, combien de temps il dure? Où est-ce qu'on peut le voir? Comment s'est passé le montage? Enfin voilà. Oui, donc du coup, alors, oui, parce que du coup, c'est la même chose, c'est très pratiquement, il faut faire exister une forme. Voilà, donc du coup, on est parti sur cette idée d'un film. Alors l'idée, en fait, moi j'avais très envie en fait que les personnes ressentent. Enfin, pour moi, c'est un truc hyper important dans mes pièces, c'est qu'il y ait une véritable sensation, c'est-à-dire que à la fois on peut la comprendre intellectuellement, voilà, on peut raisonner, on peut se dire ouais voilà, ce mec fait ça, tout ça, mais qu'en même temps il s'y passe autre chose, qu'il y ait, enfin pour moi d'ailleurs les œuvres, même si voilà, je suis comme entre guillemets un spécialiste des œuvres d'art parce que voilà, je suis artiste et parce que c'est mon job. J'attends d'une œuvre en fait qu'elle construise quelque chose qui me sort de moi en fait, qui fait que tout à coup il y a une sorte de discussion qui se passe par des liens qui sont quelquefois autres que la raison et qui nous amènent à se dire mais pourquoi cette œuvre est œuvre en fait, et ça c'est quand même un truc génial. Enfin, voilà. Et je me suis, et du coup, c'est toujours quelque chose qui me tient énormément à cœur, cette question, parce que je me dis aussi, sinon je le ferai dans des endroits, ou alors si j'ai pas envie de ça, je peux le faire dans des endroits hors du monde, enfin, ou dans du monde, mais où il n'y a personne, et puis voilà, et puis ça ne regarde que moi, ou quelques insectes qui sont là, ou des grains de sable, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça a toujours été pour moi quelque chose d'assez clair. Et j'avais envie que le public ait cette même sensation, ou en tout cas puisse ressentir quelque chose de l'ordre de cette sensation. Et donc du coup j'ai imaginé un film de 18 mètres de long, parce que c'est petit en fait, hein, par rapport au ciel, c'est pas grand chose. Mais en tout cas j'avais envie que lorsque le public arrive, enfin lorsque quelqu'un arrive, il soit là en train de se dire waouh, qu'ils comprennent pas ce que c'est obligatoirement, mais qu'ils se disent ah ouais c'est quoi ce truc, et qu'ils soient baignés, comme j'ai eu la chance d'être baigné de nuages,
en fait, que les personnes du public puissent être baignées dans le nuage, dans l'image, et qu'il y ait comme ça un rapport d'échelle aussi qui se crée. Parce que, ben voilà, moi aussi, c'est aussi pour mes histoires aussi. La question du land art, pour moi, c'était des questions, alors, de manière très différente, mais quand même, c'est une histoire qui m'interpelle. C'est comment on peut faire des œuvres dans des musées. Voilà, il y a le white cube, le black cube, enfin voilà, la black box, tout ça. Mais il y a aussi les espaces autour. Et du coup, c'est comment aussi, comment on fait une œuvre qui soit à l'équilibre et à l'échelle du paysage dans lequel on est. Et ça, c'est toujours compliqué parce que, alors, soit on fait quelque chose de monumental, voilà, enfin, un truc tellement grand, c'est compliqué quand même, parce que tellement grand par rapport au paysage, il faut quand même y aller. Ou soit on se dit, ben voilà, moi, mon échelle humaine, c'est celle-ci, l'échelle du paysage, c'est ça. Et en fait, voilà comment on crée un rapport d'échelle, un rapport de force et un rapport d'équilibre, en fait, entre l'artiste, le désir de l'artiste de faire quelque chose et le paysage dans lequel il est. Et ça, c'est toujours des trucs qui m'ont hyper intéressé. Et ça, c'est venu aussi par rapport à, peut-être aussi à ma formation en tant que... et là, peut-être on pose aussi des questions, du coup, qui sont aujourd'hui de la question du musée, des musées, faut-il qu'il y ait toujours des musées présents ou pas. Moi, ma formation, par exemple, elle vient aussi au moment avec les centres d'art, en fait, avec l'invention des centres d'art dans les lieux, et qui du coup, les centres d'art, c'était aussi une question de se dire, tout à coup, il y a des œuvres d'art qui sont dans des endroits où on ne s'attendait pas à en voir, et je trouvais ça assez fort. Et puis, moi, je me suis posé la question, mais en fait, quel est... En fait, entre un centre d'art et un autre centre d'art, parce qu'à un moment, j'étais beaucoup assistant d'artiste aussi, quand j'étais plus jeune étudiant, et où j'ai appris plein de choses aussi. Du coup, je me disais, mais en fait, dans ces deux territoires, en fait, dans cet interterritoire, en fait, entre ce centre-là et ce centre-là, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et comment ça rayonne? Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Et c'était aussi des endroits que j'avais envie de questionner, parce que de me dire, ben voilà, quand on est dans le lieu, il se passe ça. Mais tout à coup, si on sort à 10 mètres, à 100 mètres, à 1000 mètres, à 2000 mètres, à 4000 mètres, du coup, qu'est-ce qui se raconte en fait de cet endroit? Et c'est aussi comme ça que sont nées aussi des histoires de cheminement, d'emboulot, de se dire de déplacement. Et par exemple, des pièces comme, alors qui ne sont pas là, mais comme Girovague, le voyage invisible, où je pousse une capsule à travers la montagne, où je traverse, en fait, où je me dis, en fait, c'était une invitation d'un musée qui me dit, un jour, qui m'envoie une carte du territoire alpin, qui me dit, ben voilà, c'est ça l'espace d'exposition, qu'est-ce que tu fais? Et je me dis, ah merde, alors là, c'est immense, tout ça. Et donc, du coup, voilà, et à partir de ça, je me mets à cheminer, et je me dis, ouais, je vais fabriquer une capsule, je vais être un spationaute du sol, je vais parler des ermites, tout ça, et je fabrique une capsule comme ça, et je pousse cette capsule dans les montagnes, et tout le monde rit au départ. Enfin, les habitants, ils se disent « Ah ouais, le rigolo, le fada. Tu viens de la ville, toi, hein? Ouais, ok, on te connaît, d'accord. Ah, t'es un artiste, bah oui, on va bien. » Et voilà. Et puis, mais tout à coup, en fait, ça marche. Alors, ça marche pas à la vitesse à laquelle on se déplace aujourd'hui, mais parce qu'on accepte de se dire « Bah ouais, ok, je vais marcher à... Peut-être que demain, en une journée, je fais 100 mètres. Mais why not? Pourquoi pas? Parce que j'ai le temps, parce que je prends le temps de le faire. » Et du coup, ça fait... Et puis tout à coup, les mecs, ils se disent ah, il va passer un col à 2000 mètres quand même. Et puis ils se disent, mais il va jamais y arriver. Donc du coup, les gens entendent parler de l'histoire et ils viennent tout à coup, ils viennent tous et disent, et puis je les vois, je dis, vous faites quoi là? Je dis, on vient t'aider. Et du coup, hop, et du coup, l'histoire, elle est partagée. Et du coup, de ce partage, c'est ça aussi qui est assez fort. Et c'est ça aussi la question du récit. Et c'est aussi la question des nuages, de raconter des histoires comme ça. C'est que tout à coup, ça crée comme ça un récit. Et que ce récit appartient, en fait, c'est des nouvelles mythologies, alors des micro-mythologies, on n'est pas dans les très grandes mythologies, mais ces micro-mythologies habitent le paysage et le reconsidèrent différemment, et inventent, et les artistes, c'est ça aussi qu'ils inventent. Et marcher sur les nuages, c'est un peu ça, et c'est pour ça aussi que voilà, je me pose la question de se dire, on va faire un espace de 18 mètres, alors des fois 18, des fois 21 mètres, ça dépend, les lieux, où les gens vont être totalement absorbés par ce truc-là, et que aussi c'est tous des rêves qu'on a fait, quoi. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Là, je me disais juste, là je crois qu'il est 5 heures, pour conclure juste, je me disais, parce qu'effectivement ce matin, j'ai lu qu'il y avait une question sur ce musée où on est aujourd'hui, et je me disais finalement ce musée aujourd'hui prend soin des nuages. Et je me demandais, est-ce que ce serait absurde d'imaginer que les nuages puissent prendre soin de ce musée?
Et je repensais, en fait, au début de la première journée internationale des nuages, on était dans une commune rurale, à Saint-Souclé, en Seine-et-Marne, et on avait demandé au début, la première année, il y avait 600 enfants et adolescents qui se sont allongés sur l'herbe pour regarder les nuages et écrire ce qu'ils voyaient. Et on a fait ensuite une chaîne humaine du plus grand au plus petit pour envoyer une lettre à l'ONU. Et je me disais, est-ce qu'il ne faudrait pas, d'ici le 14 juillet, tant que l'exposition des nuages persiste, est ici, est-ce qu'il ne faudrait pas, comme il y a ce lieu extérieur très très beau, imaginer que vous puissiez, qu'on puisse, je ne sais pas, s'allonger, refaire un peu la même chose, faire une chaîne humaine et écrire. Alors à qui il faudrait écrire, j'en sais rien. Un lieu symbolique, moi je trouve ça super d'écrire une lettre symbolique à l'Assemblée nationale, à l'Élysée ou ailleurs, mais avec l'idée, ou au musée des nuages, puisqu'il y a un musée des nuages qui existe, qui est un musée symbolique. Mais je me suis demandé, là, en discutant avec toi, si, puisque ce lieu prend soin des nuages, est-ce que les nuages, ce serait assez magique si les nuages pouvaient donner un peu de protection à ce musée. Ah, tout à fait, ouais, carrément. Oui. Donc, merci pour l'idée. Il est important de la mettre en pratique très rapidement. Moi, je voulais vous poser une question. Tout à l'heure, vous avez parlé du toucher, de la vue, de la beauté des nuages, mais qu'en est-il du son? Et deuxième question, est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé à partir de la musique par rapport aux nuages? Alors, vous êtes né en 72. Moi, ça m'a fait penser à Kraftwerk et Faust, deux groupes allemands qui ont pour moi un peu cette démarche-là, mais qu'est-ce que vous en pensez? Là, ouais. Oui, alors alors moi sur mon ressenti, oui, je pense qu'il y a des artistes qui sont enfin plus sur le vent peut-être que sur les nuages en fait, sur la question du vent en fait qui rentre sur ça. Après, sur la question du son dans les nuages, oui, de toute façon, il est déjà, il est un peu étouffé. En fait, c'est assez étrange. On n'a pas du tout la même. La sonorité est plus mate en fait de l'intérieur. Après, il y a des vents intérieurs, donc du coup, on entend des fois, on entend des bourrasques. Et puis, puis il y a les oiseaux aussi. Du coup, alors, par contre, on s'aperçoit quand même que le son le son qu'on produit nous monte comme super haut, une présence assez importante. Ouais, non, c'est. Après, moi, je suis pas un spécialiste du son des nuages, mais oui, en fait, en tout cas, le son est transporté. Moi, ouais. Enfin voilà. Par exemple, il y avait en fait, quand j'étais en nuages, j'avais décidé d'apporter un harmonica avec moi, et j'ai joué de l'harmonica dans le ciel à un moment. Et parce que je me disais, voilà, c'est comme quelqu'un qui se promène, en fait, qui se lève le matin de sa tente, et puis hop, qui va marcher, qui va se balader, qui fait sa balade et qui revient le soir, qui revient au sol, qui revient le jour, enfin, quand le jour s'arrête, en fait, qui revient au sol, qui revient. Et ce qui était très amusant, du coup, j'ai joué l'harmonica, et du coup, il y avait la forêt en bas, et je ne sais pas tous les animaux, mais en fait, beaucoup d'espèces ont répondu. Du coup, il y a une sorte de symphonie délirante qui a fait très peur aux caméramans qui étaient au sol, parce qu'ils se sont dit, on va se faire charger, c'est le bordel, là, il se passe un truc, ils flippent tous. Et du coup, voilà, tout à coup, tout le monde s'est mis à chanter. Et ça, c'était assez puissant. Ouais. Et c'était puissant parce que du coup, je pense qu'ils se disaient, mais d'où ça vient, c'est pas normal, et qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, ça a réveillé comme ça un chant. Et ouais, c'est assez. Je pense que oui, il y aurait des pièces musicales à faire. Alors, je ne sais pas lesquelles, mais je pense qu'il y aurait des pièces incroyables à faire. Et je pense j'imagine à 4000 mètres, c'est encore autre chose. Quoi. Enfin, là, ça va être la fête. Là-dessus, lors de l'exposition dans ce musée, Marina, qui tout à l'heure faisait visiter l'expo, expliquait ce que je ne savais pas, que les éléphants sont les seuls à entendre les nuages. Donc, ça, c'est un premier point. Puis, deuxième point, autour de la Journée internationale des nuages, il y a plein de personnes qui me proposent des initiatives. Je dis oui à tout, parce que toutes les initiatives m'intéressent. Et il y a un étudiant des Beaux-Arts de Brest qui, il y a 1 an et demi, pour la Journée internationale des nuages 24, a proposé de faire un concert de nuages.
Donc très très concrètement, le 29 mars 2024, pour la Journée internationale des nuages, il avait un matériel qui lui permettait, en fonction de la couleur des nuages du jour à Brest, de produire des sons différents, et il en avait fait un petit concert. Y a-t-il d'autres musées qui ont consacré une exposition aux nuages, et pourrait-on imaginer que cette exposition soit itinérante? Alors, on n'est pas les meilleures personnes pour répondre, mais en tout cas, la première question, est-ce qu'il y a d'autres musées qui ont fait des expositions sur les nuages? Je ne sais pas. Marina doit peut-être savoir. Le musée Réatu a fait une exposition sur l'art contemporain avec les nuages. Quel musée? Réatu Ah, d'accord. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, exactement. Oui, oui, c'est j'ai acheté. Ouais. Tout à fait. Et est-ce qu'elle peut être itinérante? Oui, il y a des prêts pour se réaccorder avec les camarades. Tout est possible quand on a envie. Si vous étiez à quelle hauteur? Alors, pas très haut, en fait, entre 500 et 1000 mètres. Voilà. J'aurais rêvé d'aller plus haut, mais techniquement, c'était très complexe. Voilà. Enfin, c'était très complexe parce qu'on n'avait pas le moteur. Du coup, c'était l'angoisse du pilote. Est-ce qu'on peut voir votre film? Oui, alors, c'est ça, du coup, vu sa dimension, c'est plutôt compliqué, souvent. Et enfin, là, il est passé, mais du coup, il était à Paris, enfin, il y a l'été dernier, à la Fondation Vuitton. Après, il se balade un peu à l'étranger. Mais c'est vrai parce que du coup, ça demande aussi techniquement. Alors, j'en ai une version plus courte quand même en 12 mètres parce que je me suis bien aperçu que c'était compliqué pour beaucoup de musées de se dire ah ouais, ok, d'accord. Mais voilà, mais ouais, c'est pas. Voilà. Il n'y a pas un centre où il est en permanence. Alors, il est dans les collections, il est au Macval. Il est aussi dans la collection maintenant Vuitton, voilà, qui en ont du coup. Après, mais ouais, ça demande tout de suite une petite logistique et malheureusement un coût aussi d'installation. Mais tu dis que l'écran, si j'ai bien compris, c'est un écran de 18 mètres ou un écran de 12 mètres, ou c'est la durée? Je ne suis pas sûr d'avoir compris Ah ouais. Enfin, au début, j'ai imaginé qu'on te voyait marcher sur 18 mètres de nuages. Ah non. Après, j'ai compris que c'était peut-être un écran de 18 mètres, mais après, j'ai un petit doute, donc je mets les pieds dans le plat. Non, c'est une vidéoprojection qui fait 18 mètres, en fait, qui permet vraiment d'entrer comme ça dans le paysage. Et on en a une en 12 mètres qui est un peu plus petite, mais voilà, qui pour moi marche aussi, mais qui est moins, qui a moins de présence. Quoi. Mais après, ça marche aussi. Et ça dure combien de temps? C'est 15 minutes. 15 minutes. Ouais. En fait, Justement, moi j'avais une question par rapport à votre ressenti au niveau du temps. Je suis vos performances depuis plusieurs années, donc vous avez souvent été enfermés. Alors je pense que vous avez de la chasse à la nature, devant le TNG aussi. Voilà, vous avez dans la bouteille, tout ça. Et là, vous n'avez pas pu faire les 24 heures. Ça fait 10 ans que vous travaillez sur ce projet, voire plus. Et quel est le rapport au temps quand on fait un projet comme ça aussi, à la temporalité en fait? Alors, c'est-à-dire la temporalité. Quand on reste enfermé pendant plusieurs jours, et là, est-ce que ça passe encore plus vite? Est-ce que c'est complètement suspendu comme expérience? Comment vous avez ressenti ça? Ah oui, non, c'était totalement suspendu. On était un peu fous. On sentait tous qu'on était totalement explosés, parce que du coup, on avait des heures de travail totalement délirantes. Et en fait, c'était très physique. En fait, c'est marrant parce qu'on se dit que ça va être très... Au départ, on s'était imaginé un truc très... Waouh, les nuages, ça va être doux, tout ça. Et en fait, non, c'était ultra physique, mais vraiment à un point... Et c'est très marrant parce que du coup, j'avais les photos de l'équipe. Au départ, on est tous souriants comme ça. Et à la fin, on a tous des gueules de déterrés, comme ça, avec les yeux exorbités. Et en se disant... Et surtout, quand on est parti, on pensait qu'on avait raté le projet. Vraiment, on était tellement dans un... C'est tellement d'une violence, en fait... face à tout, alors les gens tombaient, enfin voilà, l'équipe tombait malade parce que du coup, bien entendu, on était là-bas et que l'eau, des fois, même si on faisait super gaffe et si l'équipe qui s'occupait de la bouffe aussi faisait super gaffe, bien entendu, on tombe malade. Enfin, pour moi, je suis pas tombé malade, mais une partie de l'équipe, tout ça. Donc du coup, c'était tout ça et c'était avec une sorte
Le matériel, il y a tellement d'humidité que du coup le matériel tombe toujours en panne. Les caméras lâchent le truc, alors on part, on décolle et puis tout à coup le mec il dit ah non les caméras c'est pas bon, on retourne, donc on redescend, on remet tout en place, tout ça. Et il y avait des décollages ratés, genre où tout à coup on partait puis moi je voyais la façade parce que en fait c'était super beau. L'endroit il s'appelle le Cirque aux Images. Et je me disais, ah ouais, c'est pour les touristes qu'ils ont appelé ça comme ça. Et non, il s'appelle depuis très longtemps comme ça. Parce qu'en fait, je pense que c'était un plateau. En fait, ça devait être sous l'eau avant, je pense que ça devait être sous la mer. Ça a disparu. Et du coup, ça dessine comme des formes d'animaux, des éléphants, des machins comme ça. Et je trouvais ça super beau. Je me dis, ah, mais on est en train de faire des images dans le cirque aux images, comme la classe. Et du coup, on partait. Du coup, je sentais que j'allais m'aplatir contre la colline qui m'arrivait en face. Donc, du coup, à chaque fois, c'était tout le temps. Donc c'était assez rude, plus les angoisses du pilote. Par exemple, à un moment, mon truc c'était vraiment que ça commence, je suis dans une tente quechua, et je dors dans cette tente, et j'ouvre la tente, et je sors de la tente, et je pars sur les nuages. Et le mec ne voulait absolument pas que je sois dans la tente, et alors il dit, c'est pas grave, je prends la tente, et on filme. Je dis, ah non, surtout, non, on va pas faire semblant. Moi, je suis dans la tente, on accroche la tente, et tout ça. Et le mec ne voulait pas. Donc du coup, pendant une journée, on est avec la personne qui s'occupait de tout ce qui était des attaches, tout ça, le cordiste, on a mis en place des systèmes pour lui prouver qu'en fait, je ne pouvais pas tomber. Donc du coup, c'était toujours des trucs comme ça. Et puis voilà, puis c'était la période des pluies, donc du coup, tout à coup, il pleuvait toute la journée, c'était impossible de tourner, donc on attendait, et puis jusqu'au moment où tout à coup, on disait, ah ça y est, là, il n'y a plus de pluie, on y va, on fonce, tout ça. Donc c'était vraiment... Et c'était ça qui était assez beau, parce que je pense que tout le monde avait tellement envie que ça arrive, que ça advienne, qu'on était dans un état de... Ouais, on était un peu transportés, quoi. C'était comme si on était un peu... Et puis ça faisait rire les autochtones, les habitants qui étaient autour, qui disaient, ah ouais... Les blancs qui veulent marcher sur des nuages. Super, les gars. Mais c'était super, mais en même temps, ça les faisait rêver. Parce qu'ils se disaient, mais ils sont fous, ces mecs, pourquoi ils veulent faire ça là? C'est étonnant de se dire que c'était presque plus éprouvant comme expérience que d'être enfermé dans l'ours pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Alors, l'ours, c'est pas non plus le. Ouais, mais c'est pas la même chose. Mais, ouais, il y a un truc en fait, oui, c'était de s'apercevoir qu'en fait. Mais moi, c'était vraiment un truc où je me dis, où je me disais aussi, mais est-ce qu'être enfermé dans le vide, c'est pas tout aussi éprouvant que d'être enfermé dans de la matière concrète, comme un rocher ou dans un ours, tout ça. Et c'était de s'apercevoir que oui, c'est du même ressenti. Et puis, même, par exemple, quand vous arpentez le nuage, quand on fait une marche comme ça, quand on est soutenu, en fait, on s'aperçoit que quand même notre rapport au terrestre, il est hyper... En fait, la Terre nous aide beaucoup. Enfin, elle est l'endroit qui fabrique notre marche, notre démarche. Et tout à coup, de devoir le faire dans le vide, ou sur une matière qui n'a pas le même rebond que ce qui est ici le parquet, du coup, ça demande au corps et à notre musculation et à notre ossature de structurer différemment. Et donc, de s'activer pour que tout ça se tienne. Par exemple, cette posture qu'on a à peu près droite, en fait, elle est plus difficile à tenir pendant 1 heure sans rien, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, il faut tout tenir, il faut il faut imaginer son corps qui marche, quoi, tout le temps. Et ça, c'était... Ouais. Et puis et ce que je disais, ces moments d'euphorie délirante où on se retrouve... moi, je me souviens tout à coup de voir le soleil se lever comme un énorme disque d'or qui apparaît, qui m'avale tout cru. Tout à coup, on se dit « Ah, mais c'est quoi ce monde, c'est génial !» Et puis, on est en train d'hurler, en train de dire « Ouais, c'est génial !» Puis tout le monde est flippé en bas, on se dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a un souci, on va le perdre. Et voilà, et du coup, c'est... Ou de mettre feu à la montgolfière le matin, parce que du coup, il y a un coup de vent, il y a de l'herbe qui rentre dedans, qui s'enflamme avec le brûleur, et tout à coup, on voit les étincelles qui partent, et le mec qui dit « Ah, attention !» qui hurle dans tous les sens, et c'est tout ça, quoi. Mais c'est ça qui est génial. Moi, c'est ce que j'adore aussi. Mais c'est la même chose quand on fabrique un rocher, dans lequel on va habiter. Parce que, moi, j'ai l'idée, je dis, ah ouais, on va fabriquer un truc, je vais mettre dans un rocher, ce sera la trace de mon corps, je vais mettre dedans, on va le fermer, ça va être super. Et puis voilà, mais moi, je peux pas le fabriquer, je suis sculpteur, mais pas suffisamment bon sculpteur pour être capable de sculpter un rocher. Donc, on rencontre des gens qui sont des spécialistes pour sculpter des rochers, qui travaillent pour le patrimoine, plutôt pour les bâtiments. Et puis, on leur raconte ça, et puis ils disent « Ah ouais », et puis hop, et puis on part, et puis on commence à raconter des histoires. Et puis, tout à coup, on s'aperçoit qu'on visite des carrières, et ils me disent « Choisis ce rocher ».
choisis le rocher que tu veux. Et là, tu dis, ah bon, mais comment je le choisis, moi, mon rocher Et puis, du coup, vous dites, ben, pourquoi j'ai plus d'attention à celui-ci, à celui-ci, à celui-ci, et pas à celui-là. Donc, du coup, vous commencez à parler avec eux, et puis, ils commencent à vous parler de la peau des roches. Et du coup, vous dites, ah ouais, la peau des roches. Et du coup, pour vous, c'était une idée qui était hyper forte, parce que vous dites, bah ouais, je vais faire de la peau à peau avec cette matière minérale. Et voilà, c'est comme si j'étais une minéralisation à l'intérieur de cet espace en creux dans le rocher. C'est une capsule spatiale, enfin voilà tout ce que je m'imagine. Et du coup, vous comprenez qu'en fait, ce que vous imaginez, en fait, eux, ils l'ont aussi. Et du coup, c'est un échange là-dessus. Et puis du coup, on commence, c'est eux qui taillent. Et puis du coup, on fait des essayages, comme on essaie un costume, tout ça. Donc à chaque fois, il y a aussi ce... Et c'est ça que j'aime bien, je pense, et c'est peut-être pour ça aussi que je continue à faire de l'art, c'est qu'à chaque fois, il y a une sorte de rencontre qui se fait avec des corps de métier, avec des gens qui ont une pensée de quelque chose de précis, et qu'on va pouvoir échanger, et qu'on va imaginer quelque chose qui est peut-être un petit peu borderline, qui n'est pas tout à fait dans l'endroit, mais du coup, tout le monde va partir pour ce projet, et là, c'était ça un peu, quoi. Comment faites-vous pour financer un projet comme ça, qui est sûrement énorme, donc entre la carrière dans laquelle vous allez chercher un cahier, vous coupe en deux et consulte, j'imagine à peu près ce que ça peut coûter, Ouais. mais là, avec toute l'équipe que vous avez autour, ça doit être, alors trouver les financeurs, les sponsors, comment ça se passe? C'est un vrai job. En fait, c'est la partie qu'on ne voit pas de l'iceberg, en fait. C'est vraiment une partie... Enfin, c'est vraiment une partie intégrante de mon travail, en fait. C'est comment les financements. Ça, c'est toujours un truc... voilà. Parce que des fois, ce qui me fatigue aussi, ce qui m'attriste un peu, parce que des fois, je passe plus de temps à trouver les moyens de faire que la pièce qui va avoir lieu une semaine. Mais ça fait partie du job, je dirais. Et ouais, bah, exactement. En fait, quand on est parti... Alors déjà, il y avait la Biennale de Lyon qui était partante, qui était déjà une place forte, mais ce n'était pas suffisant. Et du coup, on m'a dit, bah, il va falloir trouver de l'argent. Et moi, je ne savais pas du tout comment. Enfin, puis surtout que j'avais déjà essayé bien avant et que ça ne marchait jamais. Et du coup, c'est eux. Alors, ils connaissent beaucoup de gens, mais ce n'était pas gagné. Donc, du coup, il fallait que je rencontre après toutes ces personnes et que j'aille parler du projet. Et du coup, c'était vraiment, je prenais comme si je prenais ma petite mallette et j'allais les voir. Et quand je me retrouvais dans des salles de réunion immenses, dans des espèces de super entreprises où tout le monde était habillé, business. Et moi, j'arrivais, puis je disais, mais qu'est-ce que je leur dis? Puis ils me disaient, oh, mais parle comme tu parles habituellement, ça va aller. Et du coup, je racontais. Et voilà, et des fois ça marchait, des fois ça ne marche pas. Et on a eu 3 entreprises qui vraiment... Après, on ne m'a jamais dit l'argent que ça avait coûté. Je pense que ça coûtait, parce que j'ai quelques idées de ce que c'est, des tournages comme ça, de trucs comme ça, même si c'est pour le milieu de l'art, donc du coup, on arrive à... Vous arrivez à faire un budget prévisionnel, non? Ouais, bah, j'essaie d'en faire un. Oui, bah ouais, j'essaie. Après, aujourd'hui, alors, je dis pas que j'ai toujours les mêmes équipes avec moi, mais il y a des personnes que je connais, donc du coup, je sais que je leur demande, par exemple, pour le tournage, par exemple, des abeilles, la personne qui s'occupait de tout le tournage, du coup, c'est à lui que je réfère. Donc je dis, bah voilà, fais-moi un devis, fais-moi 2 devis plutôt, même des fois, un vraiment low et puis l'autre high, et puis on va voir comment on va faire, quoi. Mais ouais, non, c'est un vrai... Ce projet est terminé, celui sur les abeilles? Non, il est en route encore. Il est en cours. Ouais, et c'est pareil, c'est un projet que je traîne, enfin, j'ai avec moi depuis... Parce que déjà, entre ce qu'on imagine... Et déjà, j'ai fait des entraînements, par exemple, avec des apiculteurs, parce que moi, c'est pareil. En fait, ce projet, il est né simplement, ce que je disais tout à l'heure à table, c'est que un jour, j'ai fait une présentation comme ici, il y avait un apiculteur qui était dans l'assemblée et qui m'a dit « Ah bah, t'as plus qu'à t'enfermer dans une ruche ». Et je fais « Waouh !» Attends, oh, le truc de fou. Et j'ai dit « Mais c'est faisable ?» Et il me fait « Ben non ». Je fais « Ah ». Et puis du coup, je l'ai recontacté en lui disant « Mais t'es sûr que c'est pas faisable ?» Il me fait « Non. » Et puis moi, je veux pas en entendre parler. Donc voilà, et puis donc j'ai bossé avec d'autres apiculteurs après. Et puis finalement, on n'a pas tout à fait réussi à mener le projet jusqu'à terme. Et je suis revenu vers eux en disant « Écoutez, j'ai quand même super envie de le faire. » Et je leur ai raconté tout ce que j'avais déjà mis en œuvre.
Et là, du coup, on a discuté, et puis ils m'ont dit, bon, bah, tu viens faire des stages chez nous. Je fais, pas de problème. Donc, du coup, je suis allé faire des stages chez eux aussi, manipuler simplement des ruches, être avec les abeilles, des choses comme ça. Et puis, j'ai rencontré aussi des scientifiques autour de la question de l'abeille, tout ça, des historiens, voilà. Et petit à petit, comme ça, le projet se monte. Et maintenant, là, bon, voilà, il faut que je trouve aussi des budgets. C'est toujours la même histoire, en fait, en toute façon. J'en sais rien, 1 an, 2 ans. Non, mais moi, j'ai envie, je pensais que ça allait plus vite. Et puis finalement, ça va pas toujours. Et l'avantage, c'est qu'en fait, quand on travaille comme ça, c'est qu'on met plusieurs projets en place. Et des fois, il y a des projets où on se dit « Ah, celui-ci, il va se faire tout de suite ». Et en fait, pas du tout. Et puis d'autres dont on pensait que ça prendrait plus de temps, qui tout à coup, paf, parce qu'il y a une structure qui se dit « Moi, ça m'intéresse, je veux celui-ci ». Et voilà. Mais après, il y a toujours ce truc d'aller, souvent, aller quand même chercher des moyens, de plus en plus aujourd'hui, en fait, de toute façon. La culture n'ayant pas tout à fait le vent en poupe, il faut toujours aller chercher un peu ailleurs. Mais ça fait aussi pas. Mais aussi, je me dis que ça embarque aussi des personnes, quoi. Et c'est ce que j'aime bien parce que c'est aussi. Je me dis, donner, que les gens donnent de l'argent, même si c'est monnaie trébuchante, c'est aussi une manière pour ces personnes d'entrer dans une histoire, d'entrer dans un truc. Et pour les nuages, c'était vraiment ça. Les gens, ils se sont dit, tout à coup, les gens de l'entreprise me disaient, ils étaient contents. Ils me disaient, mais on est super contents en fait que notre entreprise ait participé à ce projet. Voilà, c'est fou, c'est génial et voilà. Mais c'est pas toujours évident, quoi. Ouais. Et pour en revenir au côté matériel, immatériel, est-ce que c'est pas un cadre trop rigide? Parce qu'à partir de là, on peut les prendre, les louer, les céder. Alors c'est un jeu dangereux pour un produit qui est universel. Alors est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est une bonne question, et c'est vrai que ceux qui étaient plutôt favorables à dire que le patrimoine, que les nuages sont un patrimoine immatériel, l'idée c'était de se dire que peut-être qu'il y a moins de risques si on considère que c'est un patrimoine immatériel, que ça devienne quelque chose de marchand, qu'avec un patrimoine matériel. Ce qui est certain, c'est que l'enjeu de faire entrer les nuages dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, ça n'est pas de faire en sorte que les nuages puissent être vendus. Au contraire, l'idée, c'est de se dire que si les nuages entraient dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, ils seraient protégés. Et donc aujourd'hui, comme il n'y a pas de loi, chaque personne peut faire ce qu'il souhaite sur les nuages qui sont au-dessus de son territoire. L'idée, c'est que si jamais ça entrait dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, l'UNESCO pourrait dire aux États, vous avez l'obligation de protéger les nuages. Quand quelque chose rentre dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, ça ne veut pas dire que quelque chose peut être vendu, ça veut dire qu'on est obligé de protéger ce patrimoine. Mais vous avez raison que, en tout cas, c'est un point de vigilance hyper important dans la réflexion. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il faut trouver un troisième mot. C'est pas ni matériel, ni immatériel, mais un mot à un mot. Ou peut-être que c'est pas le mot patrimoine, c'est pas tant matériel ou immatériel, c'est peut-être le mot patrimoine qui renvoie à quelque chose de marchand, peut-être. Et donc, ce qui est certain, c'est que la question des nuages, ça nous permet de penser un peu autrement le monde et de manière pluridisciplinaire. Je crois aussi que la question des nuages, c'est l'éloge du doute. C'est de se dire qu'aucune discipline ne peut vraiment parler des nuages et qu'il faut être tous ensemble avec des artistes, des scientifiques, des juristes, des philosophes, des enfants. Les enfants, parce que j'interviens auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes, les enfants ont plein de très très belles idées par rapport au droit des nuages. Et c'est un des rares secteurs sur lequel tout le monde peut être un spécialiste parce qu'il n'y a quasiment rien à savoir. En un quart d'heure, on connaît tout sur le droit des nuages. Et donc les enfants disent des choses merveilleuses. Par exemple, un enfant s'est demandé s'il fallait créer un code de la route des nuages. Une dernière question, mais ça c'est perso, parce que moi je n'aime pas le ciel bleu. Vous aimez pas le ciel bleu? Le ciel, j'aime pas le ciel bleu. J'aime le ciel avec des nuages. Parce que le ciel bleu, je trouve que ça rend mal à l'aise. Je ne pense pas du tout. Mais mon œil ne perçoit pas les nuages. Mais est-ce qu'il n'y en a pas quand même? Vous êtes un daltonien des nuages? Est-ce que mon œil ne les perçoit pas, mais est-ce qu'il y en a quand même dans ce ciel bleu qui paraît bleu uni?
Ce qui est certain par rapport au bleu du ciel, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la géo-ingénierie. L'idée, ce serait de se dire que pour lutter contre le réchauffement climatique, on pourrait, en gros, mettre une grande couche autour de la Terre pour lutter contre le réchauffement climatique, une espèce de grande de protection autour de la Terre. Et ça aurait plusieurs conséquences. Et une des conséquences, c'est que cela ferait perdre la couleur bleue du ciel. Et ça pose la question de, faut-il protéger le bleu du ciel ? Et si oui, comment ? Comment ? Ça serait beaucoup plus gris. Donc il faut protégeons le bleu du ciel. Peut-être qu'un jour tu feras quelque chose sur le bleu du ciel. Merci. Merci à vous.